Ok, l'interprète s'excuse, mais il fallait que je me connecte. Dans cette session aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'orateurs importants. L'une d'elles, c'est Sena. Mon nom est Sena Loka. Je vous parle du Togo, de Lomé. Je m'occupe de l'organisation panafricaine qui s'appelle Jeunes volontaires pour l'environnement. Et j'ai aidé à mettre en place l'organisation de jeunes pour la lutte pour l'environnement. Et je soutiens l'initiative sur l'agroécologie au Togo, la stratégie, l'initiative agroécologie au Togo. Mes deux autres orateurs, monsieur Latte Wildforce, qui est du Ghana, il est travaillant en sciences sociales avec la meilleure gouvernance du développement. Il a travaillé avec le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture. Et il est le dirigeant du CICOD, du Centre de la connaissance africaine pour le développement au Ghana. Il s'occupe des parties du volet agricole du CICOD. Merci, monsieur Latte. Merci. Nous avons également un espoir extraordinaire en ce qui concerne les définitions politiques en Afrique, Joyce Mouroué, qui est du Nigeria. Elle milite pour le développement souveraineté alimentaire. Elle est formatrice, elle est juriste et elle est directrice de la fondation Mother Earth que nous connaissons tous. Notre autre oratrice, madame. Ensuite, nous avons Karen Kessa du Kenya. Elle travaille dans le domaine culturel et la nature et l'environnement. Elle a tout ce qui est lié au plaidoyer. Avant d'avoir rejoint RESCOP, elle travaillait pour ABN, c'est le réseau de la biodiversité africaine, en tant que militante, comme coordinatrice. Et je travaille également pour Abiba. C'est l'association pour la biosécurité au Kenya. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir rejoint cette conférence extrêmement intéressante. Nous allons commencer notre programme et vous allez d'abord, monsieur Latte va parler. Ensuite, Joyce et Callen et moi-même, nous allons ajouter quelques points sur ce qui se passe au Togo. Et ensuite, il y aura un espace pour partager vos commentaires. On va allumer nos vidéos et nous vous encourageons à participer. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Merci beaucoup. Donc, sans attendre, je vais passer le microphone à notre collègue à la tête du Ghana pour nous présenter la situation au Ghana en matière d'agroécologie. Comme vous le savez, il mène une campagne en faveur de l'agroécologie, de plaidoyer sur l'agroécologie. Et pour montrer que l'agroécologie représente la solution pour les communautés de base. Là, c'est à toi. Merci à vous tous de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, ma présentation, c'est le plaidoyer pour l'action climatique au Ghana, notamment faire le lien avec les savoirs autochtones et la culture autochtone. Excusez-moi, j'ai quelques petits problèmes techniques. Alors, une rapide présentation, les stratégies que nous avons développées.
les résultats et les projections pour l'avenir. Donc, vous êtes tous familiers des défis ou des implications. Excusez-moi, l'interprète s'excuse, mais il n'entend pas l'orateur. Les implications du changement climatique sur les zones côtières, l'augmentation des niveaux de la mer, les problèmes de sécheresse, et voilà, cela nous, dans les défis que nous rencontrons dans. D'ailleurs, là, il vient d'y avoir une coupure de courant à cause de tout ce que nous expérimentons ici. Excusez-moi, le son a encore une fois coupé. L'interprète s'excuse. Nous n'entendons plus l'orateur. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? Particulièrement pour l'agriculture, il y a des changements et au Ghana, nous avons eu des fortes pluies. C'est pas normalement le cas dans le sud. On est censé être en période sèche. Donc ça, c'est un des défis que nous rencontrons. À cause de cela pose beaucoup de problèmes dans les zones rurales. Notre stratégie, ça a été de promouvoir l'agroécologie comme une stratégie pour adresser les problèmes liés au changement climatique et également pour promouvoir les systèmes autochtones alimentaires. Nous avons mené une campagne contre la loi sur les semences. Nous avons également mobilisé les médias, les organisations de la société civile. L'idée, c'était de créer un secteur social très large qui rassemblerait sous une plateforme commune tous les mouvements autour de cette question et également de documenter des données probantes sur le terrain. Parce que souvent, quand les gens viennent, quand on vient se plaindre, les gens disent oui, mais vous n'avez pas de preuves. Et ben là, on a mis en place un réseau de collecte des données probantes sur le terrain afin que nous puissions aller contacter les décideurs politiques et leur présenter ces données probantes. Également, une stratégie de mobilisation et de conscientisation parmi les agriculteurs et les autres acteurs dans le secteur. Nous sommes extrêmement mobilisés autour de la défense de nos savoirs traditionnels et nous voulons également que les experts, les agronomes, apprennent de nos savoirs traditionnels, par exemple sur la question des semences, et afin de également comprendre notre spiritualité africaine, comprendre la place que cela occupe dans notre culture et en tenir compte. Alors les activités que nous avons fait plusieurs ateliers sur l'agroécologie, sur le changement climatique et les systèmes alimentaires autochtones, essayer de mobiliser les gens, que les gens prennent conscience de l'importance et de la valeur de ces systèmes. Et nous devons également mobiliser des personnes clés dans les différents secteurs via des décideurs politiques, de les inviter à participer à ces ateliers afin, par exemple, le programme de développement du secteur alimentaire et agricole, on les a invités, on leur a présenté les défis que nous rencontrons dans ce secteur et nous avons proposé de considérer l'agroécologie comme étant un élément important. Et comme il a été invité, il a été participé à l'atelier et cela a permis de soutenir un certain nombre des actions. Et un autre travail que nous avons mené en tant que AFSA, nous avons invité la personne responsable
du réseau du groupe de lutte, du groupe ministériel de lutte contre le changement climatique au Ghana. Et, et c'était lui qui était également chargé des questions de recherche. Et donc, ça nous a permis de mobiliser et d'élaborer des stratégies pour la révision de ces politiques. Et une de nos principales stratégies dans le secteur social, ça a été de mobiliser des parties prenantes soigneusement choisies. Nous avons organisé des ateliers de renforcement de capacité et nous avons invité ces décideurs clés afin qu'ils comprennent Et ça, c'est déjà en train de porter ses fruits. Nous avons également mis en place un certain nombre de de manifestations, pardon, rassemblant beaucoup de gens. Donc, à la suite de cet atelier, nous avons mené une étude sur l'agroécologie et le changement climatique. Nous avons développé des notes de politique que nous avons fournies aux décideurs politiques en présentant les avantages économiques, sociaux et environnementaux de l'agroécologie par rapport au modèle agricole industriel. Et nous avons fourni des recommandations clés pour les décideurs politiques du Ghana afin de les inciter à prendre en compte l'agroécologie dans leurs décisions politiques. Nous avons publié un certain nombre de communiqués de presse ciblant les décideurs politiques, les leaders communautaires. Nous avons été présents sur les réseaux sociaux, dans les médias. Nous avons également documenté la manière dont nos communautés rurales ont géré les questions de sécheresse ou de changement climatique. Et nous avons mis en valeur ce savoir autochtone. Par exemple, dans certaines parties du pays, quand il n'y a pas de pluie, ils font des rituels ou alors ils font des rituels et la pluie se met à tomber. Et comme nous analysons nos systèmes alimentaires, nous avons mené un certain nombre d'expériences en ce qui concerne la résilience des semences locales et certaines de ces semences qui ont des résultats intéressants. Donc, nous avons organisé des marchés, des marchés d'échange où les gens viennent présenter ces semences et les partagent entre autres. Et nous avons également préparé un certain nombre des aliments, des plats locaux pour que les gens sachent à quel point c'est important pour nous de manger plus local et manger plus des aliments qui sont culturellement appropriés. L'idée, c'était vraiment la revitalisation des aliments traditionnels. Voici par exemple une exposition de semences à Pavu. Pavu, c'est dans l'ouest du Ghana. Voilà, donc par exemple, c'est une collection de semences qui était présentée. Ça, c'est à Forikrom, dans l'est du Ghana. Ils ont fait, et l'interprète s'excuse, le son coupe. Ils ont fait une présentation, une exposition des semences. Donc, quels sont les résultats? Les universités ont également mené des recherches sur le terrain pour nous et les résultats ont été partagés, largement partagés. Nous avons formé un mouvement de développement de l'agroécologie au Ghana. Nous avons déjà 49 organisations qui nous ont rejoints dans cette plateforme à travers le pays. Donc, nous sommes en train d'atteindre la masse critique pour pouvoir peser dans les prises de décision politiques. Et donc, nous avons créé des plateformes, 4 plateformes pour l'agroécologie à travers le pays, dans 4 zones écologiques, comme étant des centres d'excellence. Et le gouvernement a annoncé qu'il allait introduire une subvention de 10% sur les intrants agrobiologiques, notamment, et afin d'encourager l'utilisation, afin de promouvoir l'agroécologie. Ça, c'est un des résultats que nous avons obtenus. Il y a maintenant
une subvention de 10% du prix sur les engrais agrobiologiques. Il y a un certain nombre de médias qui soutiennent cette campagne de l'agroécologie au Ghana. Les stations radio, les télévisions, le Daily Graphic, qui est un quotidien. Voilà, nous avons développé une étude, une note technique sur l'agroécologie et le changement climatique. Nous avons réalisé que la personne qui était décideur politique même si tous ces faits sont présentés dans tous ces documents, en fait, ils n'en tiennent pas compte. Les leaders politiques n'y prêtent pas attention, si j'ai bien compris. L'interprète s'excuse, l'orateur n'est pas compréhensible. Cela nous a donné une opportunité pour influencer tout ce que nous voulons développer. Donc ça, cette note politique qui nous a permis de mobiliser et de contacter afin de s'assurer que les décideurs politiques sont tenus au courant et que cela va influencer leur prise de décision. L'année dernière, nous avons eu des élections et avant les élections, nous avons travaillé avec des plateformes politiques et nous avons organisé un atelier pour les deux principaux partis politiques afin d'influencer leur programme politique. Donc, nous les avons mobilisés autour de leur programmation afin de les conscientiser à la question du changement climatique et de l'agrobiologie. Le ministère de l'Agriculture a participé aux initiatives de renforcement de capacité et il y a des formations en cours à l'agroécologie en ce moment avec des personnes gouvernementales et des autorités qui sont autour. On a commencé autour de l'agrobiologie, mais graduellement, on s'est élargi à une thématique plus large sur l'agroécologie. Donc, parmi les données probantes sur le terrain et des influences de l'agroécologie, le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture a déclaré l'année dernière que le Ghana n'a pas besoin d'OGM pour obtenir la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. Donc ça, c'est une grande victoire pour nous. Parce que cette déclaration, c'était vraiment une importante victoire pour nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous préserve l'avenir? Nous allons faire une étude pour quantifier le potentiel réel de l'agroécologie dans la lutte contre le changement climatique, également la relation entre les savoirs traditionnels autochtones et les politiques nationales, faire une étude sur la contribution des savoirs traditionnels et autochtones dans l'agroécologie. Et nous allons continuer notre mobilisation auprès des décideurs politiques et autres parties prenantes relevantes dans les universités pour former des partenariats efficaces et utiles afin d'élargir le champ d'action de l'agroécologie. On va faire un travail de plaidoyer sur la base des données probantes recueillies sur le terrain à l'aide d'études de cas des régions similaires afin d'obtenir le soutien des parties prenantes, afin de garantir que l'agroécologie devienne priorité pour le gouvernement. Nous allons faire une étude de référence sur l'impact potentiel de l'agroécologie sur le changement climatique et l'agriculture. Merci beaucoup. Très bon travail. On peut voir les résultats de votre campagne et nous voyons déjà que on est dans la bonne direction et que vous êtes déjà très loin dans ce travail de plaidoyer. Maintenant, nous allons passer à Bénin et ensuite ça sera au Bénin et ça sera le moment de Joyce de nous parler de la situation de l'agroécologie. Joyce, c'est à vous. Merci, Sénat. Comme Sénat l'a dit, moi je travaille avec un think tank et une organisation de plaidoyer qui promeut la souveraineté
sécurité et l'équité, la justice alimentaire. Je vais parler de l'expérience des OSC, de plaidoyer sur la question de l'agroécologie dans les politiques nationales. Et ce travail de plaidoyer a été... désolé, je n'ai pas de présentation. Ça a demandé beaucoup d'efforts. J'ai malheureusement pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Donc, ce travail de plaidoyer a demandé beaucoup d'efforts, particulièrement dans la lutte contre les OGM et la lutte contre l'agrobusiness en Nigeria. Les technologies modernes agricoles sont considérées comme beaucoup ou projetées comme par certains gouvernements, sont considérées comme tout le monde, comme un peu une balle magique pour résoudre tous les problèmes sociaux et agricoles. Mais là, nous organisons des ateliers de formation des capacités avec les OSC, avec des militants ruraux, et nous contactons les médias. Et on a réussi à les conscientiser aux dangers que pose l'agrobusiness dans les systèmes locaux et pour mieux leur faire comprendre la question de l'agroécologie. Donc, nous avons eu un certain nombre d'initiatives, d'actions, de formations, particulièrement en ce qui concerne le changement climatique, contre le changement climatique, et nous avons pu présenter l'agroécologie comme étant une solution par rapport à ces problèmes-là. Nous avons organisé avec d'autres membres de AFSA, avec des agences, etc., d'intégrer la question de l'agroécologie dans les décisions, dans les publics. Nous avons été en mesure d'identifier des opportunités pour intégrer l'agroécologie dans nos politiques nationales, comme par exemple au Ghana. Nous avons également conduit une étude sur l'environnement face au changement climatique, afin d'intégrer plus largement les concepts de l'agroécologie dans les prises de décision et les programmes et les stratégies. Un nombre de politiques qui touchent au changement climatique ont certains éléments de l'agroécologie, mais il n'y en a aucune qui mentionne directement l'agroécologie dans son entièreté. Et par exemple, la question de la résilience climatique des semences et de l'élevage, elle souligne certains éléments de l'agroécologie, mais en même temps, contiennent des éléments de l'agrobusiness, de l'agriculture industrielle qui va à l'encontre des principes agroécologiques. Donc, nous avons dénoncé un certain nombre de ces politiques, nous avons essayé de les influencer afin qu'elles intègrent plus largement les principes de l'agroécologie dans les politiques et stratégies nationales et régionales. Notre but est de soutenir les petits agriculteurs, d'améliorer la productivité de leurs terres, les rendements, et d'être résilients par rapport au changement climatique. Certaines de ces politiques ont été identifiées et nous essayons de voir comment nous pouvons améliorer nos actions par rapport à cela. Nous avons récemment été actifs à définir une stratégie politique vis-à-vis du changement climatique en soutenant les initiatives importantes à mener pour mitiger le changement climatique et résister à ses effets. Une des étapes que nous avons identifiées, c'est de promouvoir la meilleure compréhension par les décideurs politiques sur ce que implique l'agroécologie et l'importance de l'agroécologie en réponse au changement climatique. Parce que nous voyons bien que bon nombre d'entre eux, même s'ils se disent en faveur de l'agroécologie, en fait, ils ne savent pas de quoi il en retourne. Nous travaillons à les mobiliser, à leur faire comprendre les détails, et afin que cela se retrouve dans leur politique et stratégie. Nous avons également
avancer vers l'inclusion de l'agroécologie dans nos politiques au niveau national, en renforçant les capacités des OSC pour faire pression, parce que c'est les agriculteurs et les OSC qui ont la voix la plus forte pour manifester leur soutien à l'agroécologie. Une autre étape que nous prenons, c'est de faire le lien entre l'agriculture et les savoirs traditionnels. Cela fait des millénaires que nos paysans traditionnels et autochtones ont des méthodes et il s'agit de collecter des données probantes pour montrer que ces pratiques agroécologiques sont des réponses et donc mobiliser en faveur de l'agroécologie au Nigeria. Donc, comme j'ai dit, ça demande beaucoup d'efforts parce que les responsables de bon nombre de ces agences, eux, ils croient que la technologie, c'est la clé du développement. Et au Ghana, il y a encore beaucoup de travail à faire afin de convaincre les gens que l'agroécologie ne doit pas juste être une question de politique, mais que ça doit être transversal à toutes les politiques. Et parfois, il y a des obstacles à leur mise en œuvre. Donc, ce comité que nous avons mis en place va assurer également le suivi de ces politiques pour s'assurer qu'elles sont véritablement mises en œuvre. Donc, merci pour cette collaboration avec AFSA et avec les membres et dans l'aide pour réaliser ces études de cas. Nous allons continuer à réaliser ces études afin de fournir les données probantes pour montrer les succès de l'agroécologie dans nos politiques nationales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très bien de pouvoir voir l'état de la situation au Nigeria. Il y a eu de nombreuses questions. J'aimerais vous remercier et bien sûr, nous vous envoyons nos saluts. Nous allons maintenant passer la parole à Nairobi avec Karen qui réalise un très bon travail et qui fait partie aujourd'hui du BIBA, c'est un mouvement universitaire au Kenya. Donc, où en est la situation de la souveraineté alimentaire au Kenya? Vous avez la parole, Karen. Karen, votre micro est coupé, nous ne pouvons vous entendre. Désolé, merci beaucoup. Je suis Karen Nekesa. Je travaille pour RISCOP, les écoles régionales, et également pour BIBA en tant que coordinatrice de la communication et du plaidoyer. Nous travaillons pour l'agriculture biologique. Nous évitons les OGM. Nous ne voulons pas que nos écoles aient un manque de nourriture ou des terres inutilisées autour d'elles. J'ai une présentation ici que je vais passer en revue afin que vous sachiez ce qu'il se passe au Kenya, mais également pour vous expliquer ce que nous faisons chez RESCOP. RESCOP a été fondée à Lusaka en 2006. Elle a été établie pour renforcer les capacités des organisations locales afin de faciliter l'utilisation durable des terres. Nous parlons des écoles parce que nous savons que toutes les communautés ont une école et que c'est le point d'entrée vers ces communautés. Donc de cette manière, nous pouvons utiliser les enfants, les étudiants en tant qu'agents de propagation de nos informations. Donc nous avons réellement de très bons échanges. Le programme RESCOP aide les personnes à mettre en place des forêts et des situations alimentaires. Nous augmentons également, nous créons un réseau entre différents pays, le Malawi, la Zambie, le Kenya. C'est pourquoi nous faisons partie de l'AFSA et également du groupe de travail sur le changement climatique. Pourquoi travaillons-nous avec les écoles? C'est très important à comprendre. En effet, il y a
cette question qui peut être soulevée, pourquoi nous sommes liés également au domaine politique, au domaine des décideurs. Nous pensons réellement que le l'avenir des jeunes personnes crée un besoin pour prendre des informations, apprendre des informations sur le développement et sur des activités. Ceci peut se faire à l'école. Donc les jeunes apprennent et créent leur propre potentiel. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc nous voulons que les jeunes personnes apprennent à l'école et partagent des informations avec les adultes afin de changer leurs idées. Nous savons aujourd'hui que avec la modernisation, les personnes ne croient plus en leur professeurs. Et ce que nous voulons, c'est que les jeunes puissent éduquer tant leurs professeurs que leurs parents. Donc les enfants sont vraiment tant à l'école que dans la communauté. Donc ce sont de cette manière de très bons agents de propagation de l'information. Nous utilisons donc les écoles. Nous voulons les transformer en un lieu d'agroécologie et de conservation de l'environnement, d'apprentissage de conservation de l'environnement, ce qui est très important pour soutenir le développement de la communauté. Nous donnons aux jeunes personnes des connaissances, des compétences en agroécologie. Donc les communautés qui ont des enfants à l'école vont participer et apprendre. Voilà, c'est notre point d'entrée réellement. Nous sommes également soutenus avec, sur ces questions de l'agroécologie et du changement climatique. Nous avons mené une étude et ceci était euh, le contexte qui nous a permis d'avancer. Nous sommes un pays qui est fortement touché par le changement climatique. Il y a de nombreuses politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Cependant, l'agroécologie n'a pas été choisie comme une des stratégies d'adaptation, d'atténuation du changement climatique. Donc pour le moment, au Kenya, nous essayons de... il y a déjà eu des tentatives d'ailleurs par le passé qui n'ont pas eu de résultats positifs. En effet, il y a de nombreuses personnes de politique qui ne sont pas au courant de ce que nous proposons comme type d'agriculture. Il n'y a pas non plus de soutien officiel de l'agroécologie sur la table. En ce qui concerne la campagne continentale, nous avons l'AFSA, RISCOP et d'autres alliés également au Kenya, mais dans toute l'Afrique. Vous en faites partie. Et notre objectif, c'est que l'agroécologie soit reconnue au niveau national, régional, international et dans les espaces politiques et que ce soit un cadre et une stratégie pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique en Afrique. Donc nous voulons que le Kenya revoie sa politique de changement par rapport à l'environnement. Donc notre objectif est de réellement donc, de réviser ces politiques. Afin d'identifier des points d'entrée pour l'inclusion de l'agroécologie. Nous avons des objectifs spécifiques. Tout d'abord, nous voulons lancer et revoir ce que nous avons fait par le passé. Tout d'abord, nous voulons créer une compréhension des politiques actuelles de changement climatique, les plans, les stratégies, les réglementations et les cadres au niveau national. Nous devons identifier les points d'entrée critiques pour l'intégration de l'agroécologie dans le cadre politique juridique actuelle et proposer des approches afin de guider à l'intégration de ces politiques. Avec le soutien de l'AFSA, nous avons mis en œuvre une analyse des politiques liées au changement climatique et des législations qui viennent du gouvernement kényan. Je pense que c'est très important de le partager aujourd'hui. Ce faisant, nous avons engagé une personne qui fait membre du gouvernement pour nous aider à mener cette étude afin d'avoir plus d'accès à l'information. En effet, les gouvernements parfois ne donnent pas ces informations alors qu'elles devraient l'être. Elles devraient être disponibles. Donc nous avons décidé de travailler main dans la main avec un officier du gouvernement qui avait accès à toutes les informations nécessaires avec cette question des différentes méthodes d'adaptation et d'atténuation par rapport au changement climatique et les possibilités d'intégrer l'agroécologie. Nous avons évalué 16 politiques, dont la constitution Kenya, dont dans sa révision de Kenya Vision 2030. Nous avons également la politique du Kenya Smart Agriculture, le plan d'action,
la stratégie de réponse, le cadre de gestion du risque. Nous avons inclus également les différentes politiques d'intégration du changement climatique. Je ne vais pas lire évidemment tous ces noms, mais je vous répondrai si vous le désirez. Mais en tout cas, nous avons évalué 16 politiques. Alors, certains des commentaires qui en sont ressortis, c'est très important et cela peut faire partie de notre campagne, de notre militance. Nous, dans ces documents, l'agroécologie n'est pas mentionnée, ni aucun de ses composants tels que l'agriculture biologique, la permaculture et d'autres. Il n'y a rien qui est clairement mentionné. La diversité, la résilience, les synergies, l'efficacité, c'est les seuls qui sont mentionnés. Et par ailleurs, il y a des interférences avec des opinions qui sont déjà présentes en ce qui concerne la culture, la co-création, la gouvernance responsable, le recyclage, la tradition alimentaire et le partage des connaissances, savoir comment nous pouvons faire avancer l'agroécologie. Donc, nous, lorsque nous évaluons la situation des gouvernements locaux au Kenya, parce que c'est ce dont je dois vous parler normalement, nous avons un document qui nous parle du plan de ces gouvernements, chacun des gouvernements locaux, il y en a 47 au Kenya, et les choses vont peut-être changer puisque nous avons des élections l'année prochaine. Donc dans chaque région, les gouvernements doivent mettre en place une réponse au changement climatique par les CIDP. Donc depuis 2013, ces CIDP ont mentionné les impacts du changement climatique et de nombreux ont identifié des actions pour y répondre. L'adaptation est une des solutions principales proposées et certaines municipalités travaillent sur des politiques agroécologiques, par exemple au Kiambu et Moranga. C'est très intéressant parce que Kiambu est déjà en phase avancée dans le soutien de l'agroécologie. Ils ont déjà un comité qui travaille sur des politiques d'agroécologie. Il y a également d'autres régions telles que Muranga et Meru qui travaillent également sur ces points. Donc nous avons, avec nos alliés, soutenu ce travail et nous avons également trouvé des unités et des financements, des fonds de financement pour le changement climatique. Certains travaillent sous le gouvernement et sous le ministère de l'Environnement. Donc tous les gouvernements régionaux ont la possibilité d'inclure le changement climatique et l'agroécologie et les actions qui y sont liées dans les CIDP. Donc c'est vraiment une possibilité pour nos pays d'améliorer la situation. Alors, en fonction des différentes politiques et législations que nous avons évaluées, il y a différents défis qui ont été identifiés. C'est un long document, bien sûr, je peux vous le fournir, mais je ne vous l'ai pas partagé ici. Tout d'abord, il y a la dégradation des terres. Ensuite, il y a la fertilité en décroissance de nos terres. Parce que nous avons utilisé des engrais et les terres ne sont pas régénérées. Nous avons également des politiques d'environnement qui sont prohibitives. Il y a un manque de législation qui soutienne l'agroécologie à cause des intérêts politiques. Nous avons, ces points n'ont pas été mentionnés suffisamment. Et par ailleurs, il y a également des allocations budgétaires inadéquates et un manque de soutien d'un cadre politique. Il n'y a pas de politique réellement liée à l'agroécologie. Et par ailleurs, il y a de nombreuses institutions d'éducation de haut niveau qui ont commencé des cours sur l'agroécologie. Nous sommes, en tant qu'alliés, en train de travailler pour améliorer cette qualité de l'éducation. Et pour le moment, nous n'avons pas assez de personnes qui travaillent sur ces domaines. I- Il y a également la question du déclin de la biodiversité. C'est un réel défi. Nous n'avons pas assez de moyens techniques pour répondre à cette diminution de la biodiversité. Certaines recommandations sont celles-ci.
après avoir évalué ces différentes politiques. Nous pensons que les gouvernements locaux et nationaux doivent développer des politiques de soutien adéquates pour promouvoir et adopter l'agroécologie afin de permettre aux agriculteurs de mettre en place des investissements à long terme pour améliorer la fertilité des terres en aidant les agriculteurs à identifier les meilleures pratiques pour leur micro-environnement spécifique en augmentant l'adoption de variétés qui supportent la sécheresse. Par ailleurs, les gouvernements doivent collaborer avec la société civile, avec les OSC, afin d'améliorer les systèmes de gestion de l'eau. Nous avons besoin d'un système de collecte de l'eau qui soit efficace et tout ceci, nous pouvons le fournir. Afin de continuer sur ces recommandations, les gouvernements devraient également œuvrer main dans la main avec les communautés afin de développer des euh, cartes et des calendriers éco-culturels pour aider à clarifier la situation socio-écologique des différents systèmes. Ceci aiderait réellement à atteindre des pratiques durables. Ceci serait d'ailleurs très efficace quand on regarde ce qu'il se passe dans le passé, aujourd'hui et ce que nous voulons pour l'avenir. C'est très important. Et ceci est utile pour le plaidoyer et pour les politiques. Et donc les agriculteurs qui peuvent utiliser ces informations pour comprendre leur environnement et ce qu'ils veulent de l'avenir ont accès à cet outil. Les gouvernements nationaux devraient mettre en place des politiques nationales de développement durable pour le Kenya du Nord et les terres arides afin de s'assurer qu'elles sont protégées des méfaits du changement climatique. Ce sont des régions qui ont été fortement touchées par le changement climatique. Nous avons également demandé aux gouvernements nationaux et côtiers de développer un- une gestion politique côtière. Et enfin, les gouvernements nationaux, grâce au ministère de l'Éducation, des sciences et de la technologie, devraient investir dans la recherche agroécologique et avoir une agroécologie qui est intégrée. Donc nous avons un plan que nous devons suivre en tant qu'équipe de militants kenyans. Nous voulons que nos décideurs choisissent et suivent nos recommandations. Nous devons rencontrer les comités et les assemblées locales et prendre contact avec toutes les personnes qui sont pertinentes dans le domaine du changement climatique. Nous devons également identifier, mobiliser et former des champions de l'agroécologie. Nous devons cartographier et identifier les acteurs pour être efficaces. Les médias, c'est très important évidemment, mais nous devons également mettre en place des stratégies et enfin se défendre des positions électives pour réellement influencer les différentes politiques. Et c'est pourquoi nous pouvons œuvrer avec d'autres pour atteindre ce but. Merci beaucoup pour votre attention. Et je suis désolé d'avoir été aussi vite. Je suis ouverte aux différents commentaires et questions. Merci beaucoup. Merci Sana. Merci beaucoup. C'était une superbe présentation. De nombreux points très intéressants. L'apprentissage à l'école, c'est très important et je pense que c'est très intéressant. Et certains des participants ont demandé vos données de contact. Donc, je pense que vous réalisez un très bon travail. Je vais vous parler maintenant de ce que nous faisons au Togo, ce que nous faisons depuis quelques années, afin d'influencer les décideurs en ce qui concerne l'agroécologie. Et je dois dire que nous avons de très bons résultats. Le Togo fait partie de l'AFSA, de la stratégie AFSA. J'espère que je peux partager ici mon écran afin de vous montrer ma présentation. Ah, je pense que ça devrait fonctionner de la sorte. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Non?
Si ça ne fonctionne pas, tant pis, je vais vous expliquer. Ça aurait été mieux avec le PowerPoint. J'ai le PowerPoint devant moi, mais... Donc voilà, qu'est-ce qu'il se passe au Togo? Je vais rendre les choses assez simplement. Je serais très heureux, bien sûr, de vous partager les informations. Donc, je vous disais, le Togo fait partie de la campagne AFSA. Il y a 4 composantes dans notre campagne. Tout d'abord, il faut mobiliser les OSC. La deuxième, c'est d'effectuer des recherches afin de trouver, d'identifier les outils que nous pouvons utiliser pour convaincre le gouvernement. Ensuite, nous devons également engager la discussion avec le gouvernement et observer la situation générale de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau. Et enfin, il convient de connecter ces informations, ces données avec le mouvement international. Donc notre objectif est réellement d'être le champion de cette politique et maintenant je vais vous en parler. Tout d'abord, le Togo est le premier pays au monde à avoir interdit les semences OGM. Le Togo s'est lancé dans un processus très intéressant. Nous avons mis en œuvre une stratégie biologique d'agriculture. Ensuite, la société civile se mobilise et nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de mettre en place une plateforme et de nombreux acteurs ont été réunis. Et donc nous avons réuni les syndicats, les OSC, les associations municipales, le domaine de l'eau, le domaine de la santé, ensemble sur une plateforme dans ce que nous appelons l'Alliance pour la transition agroécologique. Et donc nous sommes le premier pays au monde à avoir banni les glyphosates. Et c'était cela que je voulais dire au début. Et donc nous organisons chaque année une semaine de coaching sur l'agroécologie. La semaine dernière, d'ailleurs, l'année dernière, nous avons organisé une grande manifestation et c'était la première fois qu'il y a eu un dialogue politique sur l'agroécologie. Donc nous avons réuni tous les acteurs afin de discuter de quelles étaient les limites, ce qui empêchait le pays de passer à l'agroécologie. Donc il y avait le gouvernement, les OSC, les coopératives, les organisations régionales telles que ECOAS et toute cette alliance d'organisations qui se sont regroupées pour trouver un compromis. C'était fabuleux. Nous avons également eu Miss Togo qui nous a rejoint pour soutenir ce processus. Et d'ailleurs, elle a fourni des graines aux 50 coopératives qui étaient présentes. Et c'était donc il y a 2 mois. Ensuite, nous avons décidé de mettre en place une étude par rapport à la campagne qui a été mise en œuvre pour savoir comment nous allions intégrer le changement climatique, plutôt l'agroécologie, dans l'évaluation du changement climatique. Donc vraiment, nous avons évalué tous ces points et nous avons mis en place un atelier afin de valider les différentes propositions de l'AFSA. Nous avons analysé les stratégies proposées par le Togo sur l'agroécologie. Nous avons approuvé un document quant à l'agroécologie et nous avons analysé les stratégies qui sont proposées pour le pays.
Et nous avons mis en place un comité pour rencontrer le gouvernement. On leur a expliqué qu'il ne devait pas faire un document qui ne parlait que de l'agriculture biologique, mais qu'elle devait plutôt inclure également l'agriculture et l'agroécologie. Donc, pour résumer, notre campagne, le Togo se dirige vers, c'est le premier pays d'ailleurs à le faire, se dirige vers l'agroécologie, vers l'agriculture biologique, les biofuels, les biocombustibles. C'est vraiment un processus en cours. Il y a des coupures dans la présentation. Donc nous sommes organisés avec d'autres pays, le Sénégal, le Mali, afin de leur expliquer comment ils peuvent intégrer l'agroécologie dans leur processus de lutte contre le changement climatique. Et donc nous sommes très heureux d'inviter tout le monde à participer et à s'intéresser à ce processus. Et ce document sera partagé. Et nous en sommes certains. Ce document contiendra les informations nécessaires pour expliquer comment l'agroécologie peut contrer le changement climatique. La société civile doivent mener un rôle de plaidoyer tous les jours. Donc il faut un système de révision des documents pour présenter au gouvernement des réponses quant à leurs documents. On a utilisé le document de la FAO afin de leur donner des preuves pour pouvoir leur dire, voilà, nous savons de quoi nous parlons. Ensuite, il faut de bons alliés. Ça ne suffit pas d'avoir simplement des alliés dans l'agriculture, il faut des alliés du domaine des droits humains, de la santé, il faut les réunir tous. Ensuite, il faut être patient, parce qu'il faut utiliser tous les moyens que vous avez, les ODD et tous les autres outils que vous pouvez utiliser dans ce cas. Et ce document sera validé. Mais savez quoi? Le gouvernement va valider ce document le 7 décembre. Et nous avons été les voir et ils nous ont dit, on leur a dit, il faut que vous ouvriez également ce document à d'autres ministères afin qu'il y ait une meilleure contribution. Et alors ils nous ont dit, voilà, on vous donne une semaine, vous allez faire l'analyse. Donc nous avons fait appel à tout notre réseau d'agriculture et nous avons proposé notre document au ministère et j'étais très heureux de faire partie de l'équipe qui a rencontré le ministre la semaine dernière afin de présenter nos résultats. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons réussi à obtenir de la part du gouvernement un délai supplémentaire sur la validation de ce document et de ce processus et de dire aujourd'hui, voilà, vous avez le droit d'écrire tout ce que vous voulez dans le document, de nous l'amener et on l'évaluera. Donc nous ne sommes pas simplement en train de donner des commentaires, nous contribuons réellement à l'élaboration de ce document. Et donc, de cette manière, nous allons pouvoir partager avec les différents départements du gouvernement. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer sur le Togo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'aimerais tout d'abord remercier mes collègues, Monsieur Latte, Madame Joyce, et également Mama Africa de Rescop qui réellement réalise un travail fabuleux. Donc je suis disponible pour toute question. J'ai posé une question d'ailleurs. J'espère que vous l'avez lue. Je peux peut-être vous la relire si vous le désirez. Il y avait une bonne question par rapport aux cultures et de savoir quelle est la situation des cultures au Ghana. Et quelles sont les possibilités que vous avez là-bas? Oui, comme je vous le disais, nous allons mener une étude, elle n'est pas encore faite. Nous voulons comprendre ce qu'il se passe réellement. Nous avons une zone de transition au milieu du Ghana. C'est vraiment le centre de production alimentaire du pays. Et donc nous voulons évaluer la situation dans cette région actuellement. Et nous n'évaluons pas uniquement les bénéfices économiques, bien sûr. Nous, nous, nous évaluons également le contrat social.
et l'aspect spirituel, la dimension spirituelle. Parce que pour de nombreuses personnes au Ghana, l'alimentation, ce n'est pas simplement un moyen de se sustenter. Il y a également une dimension spirituelle, les sacrifices, les rituels. Donc on doit évaluer tout cela. Si, comme je l'ai entendu d'autres collègues, nous n'avons pas tous les jours des contributions, une évaluation des impacts, ce sera difficile de se projeter et de continuer à travailler de manière efficace pour l'agroécologie. Et je voulais également parler du changement climatique et également du respect de la connaissance des peuples autochtones. Oui, c'est très difficile. En tant que pays, nous reconnaissons que la connaissance autochtone est très importante. La stratégie nationale d'atténuation du changement climatique mentionne le besoin d'évaluer la science qui s'appuie sur la connaissance autochtone. Donc nous devons l'incorporer. Et donc, lorsque nous allons réviser ces documents, nous voulons être clairs. Nous voulons qu'on intègre des étapes claires quant à l'inclusion de la connaissance, du savoir autochtone. Si nous prenons les images satellites de nos forêts, nous voyons qu'il y a de nombreux sites sacrés, des forêts sacrées où il y a des rituels qui se déroulent. Cependant, dans la majorité des communautés, ces forêts ont été perdues. Cependant, grâce à la culture, ces lieux sacrés sont toujours là. Et donc nous pensons que si nous incluons le fait de, par exemple, couper des arbres dans certains domaines, certains lieux, par exemple, on va vous dire que tous les plants de blé ne peuvent pas être utilisés pour certains rituels. Donc il y a ces connaissances qui doivent être prises en compte, ce savoir qui doivent être pris en compte, et nous devons documenter ces informations. Et ensuite, nous pourrons l'utiliser. Et donc nous devons savoir ceci, et nous devons pouvoir leur donner des preuves. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Latte. Je crois que malheureusement, nous avons un peu dépassé le temps et nous devons rendre le canal. On voudrait remercier tous les participants qui étaient avec nous aujourd'hui. Il y avait juste une question sur laquelle je voulais rapidement répondre. Oui, l'AFSA sera présente sur les initiatives et avec l'équipe AFSA moi-même, nous serons présents. Comment on peut soutenir? Ça serait bien qu'on se reste en contact, les collègues ici qui organisent cette conférence. Vous pouvez nous trouver sur Twitter. Ça serait bien qu'on reste en contact, qu'on soit présent. Il faut qu'on discute de ce programme. Nous avons déjà organisé 2 sur les aspects économiques et sur la question de l'élevage. Donc, c'est le dernière tournée d'ateliers sur que nous préparons cette année. Et ensuite, nous présenterons lors de la prochaine réunion nous serons donc présents à Glasgow. Et donc, juste pour répéter, l'AFSA soutient l'impact et ça sera partagé et mis en commun lors de la conférence tous ensemble. Merci beaucoup. Non, c'est dans le cas. Je viens du Togo. Avec moi, il y avait Monsieur Latte, du Ghana, en tant que directeur du programme de CICOD, du Centre pour le savoir autochtone en Afrique, Mademoiselle Joyce, qui vient de ROMEF, l'aide santé sur la santé maternelle infantile, et notre chef
Karenese, Mama Africa, Antasanti Sana de Nairobi. Merci beaucoup à vous tous d'avoir rejoint ce processus. Oui, les choses se font, voilà ce que nous retenons. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour intégrer l'agroécologie dans le processus de révision de l'ODD numéro 6 pour l'agroécologie en Afrique. Merci beaucoup et nous vous souhaitons un bon après-midi. Restons en contact. Merci beaucoup.